Bonjour à tous. Donc je vais continuer sur le sujet de la réintroduction. Donc Gaël m'a demandé de présenter un peu différents exemples qui ont expériences de réintroduction qui ont eu lieu chez nous, mais aussi un peu ailleurs en Europe. Bon, je travaille dans l'administration de Wallonie, donc sud du pays de Belgique. Euh, je travaille essentiellement sur des programmes de conservation et aussi sur du monitoring des espèces, en particulier Natura 2000 pour le rapportage, etc. Alors voilà le plan de l'exposé. On va quand même juste introduire avec quelques définitions très rapides parce que vous les connaissez pour la plupart. Parler des précautions à prendre qui ont été édictées par l'UICN en 2013. Puis ensuite, on va voir différentes expériences qui ont été menées en Wallonie et en France déjà il y a quelques temps. Vous en connaissez certaines dans le Morvan et le Forez, par exemple. Et ensuite, voir ailleurs en Europe sur base de publications scientifiques. Donc là, c'est vraiment une petite sélection par rapport à ce qui a déjà été fait, parce que les papillons, c'est quand même relativement facile à réintroduire. C'est pas comme les ours. Euh, voilà, c'est vraiment une toute petite sélection et c'est vraiment basé sur la littérature scientifique disponible. On tirera les principaux enseignements de ces quelques exemples. Et voilà. Donc, ici, pour introduire la, la réintroduction, on parlera aussi en fait d'introduction dans certains cas, en particulier de colonisation ou migration assistée, qui est donc le déplacement de population dans des zones qui sont en principe pas, qui n'ont pas encore été colonisées jusqu'à présent, mais pour aider justement à la dispersion des espèces. Et ça a un intérêt évidemment dans le cadre du changement climatique où certaines espèces ont du mal à suivre l'évolution du climat. Réintroduction, renforcement, vous connaissez. Tout ça est repris sous les termes de translocation, en tout cas, je ne sais pas si le terme est français d'ailleurs, mais euh, en anglais, c'est translocation. On peut parler de transfert aussi. Alors, les précautions, ben, donc les lignes directrices de l'UICN en 2013, ben, c'est commencer par évidemment faire une évaluation, voir si c'est une option acceptable, d'une part. Ensuite, planifier ben, les objectifs, les actions, le suivi éventuel. Enfin, plus qu'éventuel, il faudrait évidemment le prévoir dès le départ. Alors, étudier la faisabilité au niveau biologique. Pour ça, il faut évidemment des connaissances sur l'espèce, sur les habitats, sur les exigences au niveau climatique. Il faut avoir une idée de population source dans lesquelles on ne va pas faire créer trop d'impact. Il faut veiller aussi au bien-être des animaux lors des transferts, ce n'est pas toujours évident. Veiller aussi à ne pas introduire de nouvelles pathologies ou des parasites. Bien que des parasites de papillons, parfois ils sont plus rares, enfin les espèces très spécifiques sont plus rares que les papillons eux-mêmes, donc il y a aussi un intérêt peut-être à les préserver. Euh, Faisabilité sociale aussi, bon ça se pose moins dans le cas des papillons, plus pour les ours. Faisabilité en termes de réglementation, évidemment maintenant il y a euh, des réglementations un peu partout en Europe et donc il faut évidemment les respecter. Ce n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, donc peut-être plus 50 ans. Euh, et voir aussi faisabilité en termes de moyens. Alors les risques, étudier les risques bien sûr pour les populations sources, évidemment, il ne faut pas les impacter. Les risques écologiques, ça c'est par rapport à d'éventuelles modifications des écosystèmes qui pourraient être entraînées. Bon, pour les papillons, c'est quand même assez léger. Les risques génétiques, introduction de gènes défavorables, des risques financiers éventuels, et alors ensuite envisager évidemment les opérations elles-mêmes, les lâchers, la mise en œuvre, donc la stratégie des lâchers,
le nombre de sites, enfin les sites, le choix des sites. Ensuite, il faut prévoir donc le suivi et une gestion continue sur les sites, gestion d'entretien, qui n'est pas toujours évident dans le cas des papillons, puisque beaucoup sont très sensibles quand même à la gestion qui est menée. Et enfin, diffusion de l'information, à quel moment, comment, et voilà. Alors on commence avec une première expérience qui remonte déjà. C'était dans nos Ardennes belges, qui culmine chez nous un peu au-dessus de 600 mètres. On n'atteint pas 700 mètres dans notre pays. Mais donc on avait là une population de Collias spalaino euh, qui s'est éteinte en fait dans les années 50 déjà. Et donc il y a des naturalistes locaux qui ont eu l'idée de lancer, de faire une première tentative de réintroduction dès 59, puis une seconde en 1970, 70. Et là, ils sont allés chercher en fait des papillons, des colias dans les Vosges. Je ne sais pas s'il en reste encore maintenant dans les Vosges. Voilà, ils ont disparu aussi. Euh, mais je ne pense pas que ce soit dû à l'introduction parce que ils en ont vraiment pris très peu. C'est peut-être d'ailleurs une des causes de l'insuccès. En fait, les populations se sont éteintes après 1 ou 2 années. Mais il y a probablement aussi les effets du climat qui se réchauffe. Peut-être aussi des modifications d'habitat. Bon, si la plante nourricière est encore bien présente, on la voit ici. Enfin, oui, la photo est un peu pas assez claire, mais donc il y a vraiment une abondance de myrtilles de loup. Mais par contre, le milieu a vraiment évolué depuis une centaine d'années, du fait de plantations d'épicéas, du fait d'incendies dans les tourbières. Et donc c'est des grandes surfaces de tourbières. Il y a plus de 5000 hectares là, sur les hauts plateaux dans l'est du pays. Mais donc, les tourbières sont assez bien dégradées et, par exemple, il manque de plus en plus de plantes nourricières, enfin de plantes nectarifères, pardon, comme l'arnica, qui était très largement répandue auparavant et qui maintenant a quasiment disparu de tout le haut plateau. Et donc, pour Collias palaino, donc il y a probablement plusieurs causes qui expliquent sa disparition. Il peut y avoir le climat, comme je l'ai dit, le petit nombre d'individus aussi qui ont été introduits et l'absence finalement de plantes nectarifères. Euh, alors, on passe ici à un exemple en France que vous connaissez sans doute, donc dans le Morvan. Et là, il s'agit d'une introduction qu'on peut maintenant qualifier euh, de colonisation assistée. Enfin, le terme n'existait pas à l'époque puisque ça date des années 70. Vous voyez ici le très petit nombre d'individus finalement qui ont été introduits pour Boloria eunomia, également pour Lycena ailé. Dans le cas de Lycena ailé, l'espèce s'est maintenue pendant un certain temps, mais finalement elle a disparu. Euh, et donc les auteurs ici de l'article des Simon et Barascut en 2014 attribuent ça essentiellement à des modifications d'habitat et des destructions aussi d'habitat. Par contre, dans le cas de Boloria eunomia, il était toujours répandu, je pense il est toujours aujourd'hui, et ce, malgré vraiment une introduction de très peu d'individus au départ. Donc, c'était des adultes qui ont été introduits. Euh, et dans le cas de Boloria eunomia, il y a eu une étude qui est parue en 96 par Gabriel Neve, un ancien collègue d'ailleurs. Et donc, vous voyez ici sur la carte les points verts qui indiquent les zones où ont été faits les transferts d'individus par Henri Desimon, donc qui était professeur à Marseille, tout le monde le connaît, j'imagine. Euh, et vous voyez aussi toutes les nouvelles, tous les nouveaux sites qui ont été colonisés depuis ces 3 points de transfert. Et donc finalement, il y a eu quand même un certain succès avec
une belle colonisation du massif. Donc, ils ont pu mesurer ça. Donc, la colonisation a été jusque de 1 à 3 km certaines années favorables, et en moyenne, on arrivait à 0,4 km par an sur 25 ans. Et alors, on voit évidemment une corrélation entre les distances par rapport au point de lâcher et le temps, enfin le nombre d'années après ces lâchers. Évidemment, les zones les plus éloignées ont été colonisées plus tardivement. Euh, une autre tentative a été réalisée par Henri Desimon alors dans le Forez, dans la montagne du Forez, à plus haute altitude, ici 1150 mètres environ. Là, ils ont été prélevés des individus dans les monts de la Madeleine, dans le Puy-de-Dôme. De nouveau, un très petit nombre d'individus. Et vous voyez ici la progression, donc, qui est relatée aussi dans l'article de 2014, avec des effectifs qui grimpent d'année en année. Et en 2012, apparemment, l'espèce avait colonisé des sites jusqu'à 9 km du point d'introduction, donc avec une colonisation d'environ 500 mètres par an, ce qui n'est pas négligeable pour cette petite espèce qui apparaît quand on fait du CMR, par exemple, assez sédentaire. Euh, donc voilà, il y a des exemples positifs, il y en a d'autres plus négatifs. Ici, on a mené aussi chez nous quelques premières expériences à propos de Phydrias aurinia en Ardennes et en Famenne. Des opérations qui ont été menées dans les années 90, 90, je traduis. Et donc l'origine, c'est à chaque fois des stations proches de Wallonie. Et dans deux cas, on a procédé à des lâchers de groupes de chenilles au mois d'août, euh, dans un site avec juste 4 groupes de chenilles, ce qui représente 150 à 300 chenilles, et 10 groupes dans un autre cas. Et sur un troisième site, là, on a fait des lâchers d'adultes avec 2 mâles, 10 femelles. Et dans les premières années, on a constaté une croissance, une survie des populations qui se sont maintenues donc, pendant 3 ou 4 ans. Et puis, dans tous les cas, elles se sont toutes éteintes. Alors, les causes, de nouveau, peut-être petits effectifs de départ, mais aussi petits sites assez isolés. Bon, les sites convenaient manifestement très bien à la reproduction, donc ça a bien fonctionné. Et puis, mais on sait maintenant que c'est une espèce qui a besoin vraiment de réseaux d'habitat pour former des métapopulations. Et ce n'était pas du tout le cas. La situation n'était pas du tout favorable à ce niveau-là. Maintenant, il y a eu aussi des conditions climatiques défavorables certaines années. Ça peut, comme ici en 2024, on ne peut pas dire que ce soit une année qui favorise ce genre d'opération. Euh, Par contre, on avait fait un essai aussi sur le damier du plantain, donc qui était en limite d'air chez nous, euh, en tout cas à l'époque, euh, et qu'on a réintroduit ici donc il était présent dans le sud, pardon, il est présent ici dans le sud. Il avait été présent auparavant sur l'ensemble du territoire, mais donc on a réintroduit une population ici sur un site de pelouse calcaire au nord de Liège. Et on est allé d'ailleurs chercher les individus en Champagne. Bon, c'est encore une époque où on se permettait des choses. Euh, et donc on est allé en bordure de camps militaires. Euh, et voilà, depuis lors, le papillon a étendu son aire de répartition au nord de Liège dans un rayon de 5 à 10 km. Et donc dans ce cas-ci, malgré le faible nombre de nouveau d'individus de départ, ça a relativement bien fonctionné. Alors maintenant, on va aller dans d'autres pays d'Europe, donc là sur base de la littérature. Bon, l'exemple le plus connu, j'imagine que vous connaissez tous, c'est celui de Maculinea arion en Angleterre, en Cornouailles.
Donc l'espèce a décliné en Angleterre et s'est éteinte en 79. Mais alors ils avaient déjà entrepris une étude écologique vraiment très approfondie qui a permis ensuite vraiment de modéliser les mortalités à divers stades de développement et qui a permis de déterminer aussi les facteurs clés pour la survie des populations. On connaît le cycle évidemment très complexe de l'espèce, mais vraiment ils ont réussi à mesurer les mortalités à différents moments. Et ça a permis, je reviens peut-être en arrière, ça a permis vraiment de se rendre compte que en fait la gestion des habitats était vraiment cruciale pour cette espèce, puisqu'ils ont besoin d'une végétation, enfin en tout cas en Angleterre, ils avaient besoin d'une végétation microclimatiquement très favorable pour le maintien des fourmis, donc Myrmikia sabuleti là, en Angleterre. Euh, et et en réalité, cette structure de végétation était entretenue par les lapins, les populations de lapins qui ont été décimées par la myxomatose. Et donc finalement, ça a mené finalement à la disparition progressive de toutes les populations du fait des changements structuraux de la végétation dans le pays. À partir du moment où ils ont compris ce qui s'était passé, ils ont donc commencé à faire des restaurations, mais simplement en réintroduisant du pâturage, mais cette fois-ci avec des moutons. Et là, vous voyez alors, donc ça c'est le déclin qu'on observe jusque dans les années 70. Donc, et ils ont démarré alors leur réintroduction en 83. Et vous voyez la progression. Bon, il y a eu plusieurs phases d'introduction. D'une part, d'abord à partir de populations suédoises. Et puis, à partir des populations qu'ils avaient réimplantées, ils ont aussi reproduit, enfin, refait des transferts sur d'autres sites. Et donc, finalement, ici, on voit simplement le nombre de sites qui réaugmente avec chaque fois des populations qui sont de plus en plus populeuses. Alors, par la suite, ils ont fait une étude génétique, donc, qui a été publiée là en 2014, et où ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà une différenciation des populations anglaises. Ici, vous voyez les couleurs qui traduisent en quelque sorte la prééminence de certains allèles dans les populations. Et voilà les populations de l'île suédoise où ils avaient été chercher leurs individus. Et on voit qu'il y a eu une différenciation, mais même aussi en Angleterre, il y a déjà une différenciation qui se marque entre certaines populations. Et donc là, ils expliquent ça essentiellement par la dérive génétique. Dans les petites populations, malgré tout, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est attendu. Mais donc, voilà. Ici, c'est basé en fait sur des nombres d'individus. Je ne sais pas si on le voit, mais ouais, c'est assez indistinct. Mais donc ils sont partis de transfert d'œufs et de chenilles. Et ils en avaient quand même un certain nombre dès le départ. C'était de l'ordre de plusieurs centaines à partir des populations suédoises et puis ensuite en Angleterre également. Euh, mais alors par ailleurs, leur étude génétique a montré que la, la diversité, la richesse en allèles n'était pas très différente des populations suédoises qui sont ici. Donc, ils n'ont pas vraiment perdu en richesse malgré ces transferts d'un petit nombre d'individus par rapport aux populations de départ. Et l'hétérozygosie aussi, le degré d'hétérozygosie est resté plus ou moins le même, en tout cas jusqu'à cette période-là. Une autre expérience avec des maculinea iciteleus et nositus aux Pays-Bas. Donc là, enfin, vous savez qu'il y a une association qui est très, très, très active aussi aux Pays-Bas qui s'appelle le Vlinderstichting. Et donc là, ils ont réintroduit à partir de 1990 ces deux espèces dans un seul site qui était assez vaste avec différentes parcelles. Là, ils sont allés chercher les individus en Pologne
Et ça a fonctionné pendant un certain temps, en tout cas pour les deux espèces. Et puis maintenant, apparemment, Nosicus a disparu. Bon, ils n'ont jamais pu coloniser beaucoup d'espace, étant donné que les sites sont malgré tout limités en superficie. Et donc, ils étaient cantonnés au final dans quelques prairies autour du point de Lâcher. Mais donc, Téléus s'est maintenu avec des populations assez fluctuantes, apparemment. Ça, c'est une information que j'ai trouvée sur Facebook de Chris Van Swy. Donc, apparemment, la population se maintient. Par contre, Nosicus a disparu. Et là, c'est dû à une fauche accidentelle. Comme quoi, la gestion, il faut quand même pouvoir veiller chaque année à ce qui est pratiqué. Dans les expériences encore plus récentes, ici c'est en 2002 en Tchéquie. Et ici c'est de nouveau une migration ou colonisation assistée, puisque l'espèce n'était pas présente. Donc on voit la distribution ici de l'espèce connue naturellement. Et donc ils ont réintroduit des, des papillons dans cette partie-ci, les monts Sumava, le long de la frontière allemande, je pense. Et ça, ils l'ont fait donc à partir de populations situées plus au sud en Autriche. Et là, la progression, à partir des quelques adultes introduits, 4200 mètres depuis en 2023, donc avec 66 hectares maintenant occupés. Et ils ont estimé la population à environ 2400 exemplaires en 2023. Donc on peut parler de succès de nouveau et à partir d'un petit nombre d'individus. Oui, ils ont étudié aussi la- la- les paramètres qui déterminaient le plus l'abondance des papillons sur les nouveaux sites. Euh, ouais, on ne voit pas les informations. Mais donc ici, c'est l'abondance qui est expliquée évidemment par le jour de la visite, mais aussi par la couverture en bistorte des prés et leur degré d'humidité, et évidemment aussi par la distance par rapport au point de lâcher. Donc évidemment, l'abondance est nettement plus élevée dans les zones proches des points de lâcher où les populations ont la possibilité de croître. Euh, alors on passe de nouveau sur une réintroduction ici de Aurignat en Angleterre. C'est une, dans une région qui se trouve ici entre l'Angleterre et l'Écosse, et où l'espèce était quasi éteinte dans cette partie-là. Ils ont commencé en fait un élevage là, initié en 2004 à partir de 155 chenilles issues des deux dernières pontes trouvées dans l'ensemble du comté. Et ils ont croisé alors avec 95 chenilles venant de 19 populations écossaises dans cette région-ci, de façon à augmenter un peu la diversité génétique. Euh, et ça a très bien fonctionné. Voici donc en 2021, publication qui montre la progression de certaines. Il y a eu quatre sites euh, qui ont été injectés, on va dire. Et on voit que la progression est plutôt positive dans tous les cas, mais dans un cas, en tout cas, il y a eu vraiment à un moment donné une explosion, comme on peut parfois en observer chez Aurignat avec des pics très impressionnants. Et dans le même temps, le suivi génétique montre que bien, la différenciation des populations est en croissance et le degré d'hétérozygosie est relativement stable jusqu'à présent. Euh, alors ici, une expérience dans laquelle on a été mêlé, on va dire, qui a eu lieu en Angleterre. Euh, donc c'est assez récent, bon, une espèce qui vous intéresse un peu moins, mais dont les résultats en vrai peuvent être intéressants. Bon, d'abord, la première chose, c'est ils ont cherché à trouver la meilleure population source
Bon, ils avaient encore des populations ici en Écosse, mais là où la population avait disparu, c'était donc en Angleterre. Et donc l'idée était de voir quelle population pourrait fournir les meilleures zones de prélèvement pour les réintroduire dans la partie centrale de l'Angleterre. Et donc là, il y a une modélisation qui a été faite sur base de Species Distribution Models, euh, où finalement les populations de différentes régions ici ont été modélisées sur base de la couverture, notamment en différents habitats corines. Et les modèles obtenus dans chaque cas ont été alors utilisés pour essayer de prédire la, la probabilité de pouvoir démarrer une population dans cette région-ci. Et c'est finalement les populations wallonnes qui sont ressorties de la comparaison avec ici les probabilités les plus élevées. Donc, soit c'était dans la Lorraine belge qu'on appelle, soit la Fine Famine. Et on a choisi la Fine Famine parce que on a eu un projet LIFE dans cette région-là avec pas mal de nouveaux réseaux d'habitats qui ont permis de booster les populations, notamment de cette espèce-là. Et donc, il y avait des populations sources en suffisance. Euh, et donc, les transferts ont eu lieu à partir de 2018. Donc, ils sont venus en force pour prélever, en fait, dans la partie, enfin, dans les deux parties de cette région qui se trouvent de part et d'autre de la Meuse, donc qu'on appelle ici la Fagne et la Famenne, donc qui sont tout à fait similaires du point de vue géologique, mais qui sont séparés donc par la Meuse. Et au final, sur 4 ans, ben, c'est pratiquement, enfin, c'est plus de 200, 250, 220 en tout cas, papillons qui ont été introduits. Euh, et ah, j'ai l'impression que ça s'est équipé. Bon, c'est quoi? Bon, j'essaie de parler fort peut-être. Mais donc, ils ont débarqué aussi avec des vétérinaires qui étaient là pour contrôler qu'il n'y avait pas d'importation. En Angleterre, ils sont très touchy à ce propos-là, hein, donc de pas introduire de parasites ou de pathogènes. Euh, et donc, tout ça a été fait avec le plus grand soin. Et on a eu l'occasion, ben, il y a 2 ans, lors du colloque de Butterfly Conservation, d'aller voir le site de réintroduction. Donc, ils ont élargi des layons euh, en forêt, dans une série de forêts là, du centre de l'Angleterre. Et donc, il y a vraiment tout un réseau qui a été restauré et qui continue à entretenir par une fauche en rotation. Et manifestement, ça convient très bien. Enfin, le papillon est en train de se répandre dans tous ces rayons. Euh, alors, ils ont récemment initié une étude génétique qui n'est pas encore parue, mais qui va l'être bientôt. Allô, ça marche bien. Euh, et donc, ils ont estimé finalement que la taille effective de la population reste encore assez faible malgré tout. Mais alors, le taux d'hétérozygosie est légèrement plus élevé que dans la population introduite, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'on a mélangé finalement des individus de deux régions séparées par la Meuse, comme je vous ai montré, mais quand même avec un certain degré d'inbreeding et d'avarentement qui sont plus élevés que dans les populations sources. Mais alors, le plus intéressant, c'est que alors ils ont prélevé donc des individus des deux côtés de la Meuse, comme je vous l'ai dit, les individus anglais ressemblent apparemment beaucoup plus à ceux de la Fagne et pas du tout, enfin beaucoup moins à ceux de la Famenne. Et donc, ils ont commencé à se questionner sur les causes. Euh,
Et bon, il pourrait y avoir évidemment des différences d'écotypes de part et d'autre, mais c'est, comme je vous ai dit, c'est la même région biogéographique, le même type de sol, le même type de climat, donc c'est quand même assez peu probable. Mais ce qu'ils ont trouvé, parce qu'ils ont fait l'étude aussi, c'est qu'il y a donc les Wolbachia qui sont des bactéries qui sont symbiotiques dans la plupart des insectes, peuvent entraîner des incompatibilités génétiques entre différentes populations. Et donc, l'hypothèse, ce serait que peut-être justement ces souches de Wolbachia qui ont le même type de pattern aussi, où on retrouve effectivement les Wolbachia de Fagne donc aurait entraîné une incompatibilité génétique entre les deux clades. Donc, il y en aurait un qui aurait, pourquoi exactement, qui a prospéré, puis l'autre, apparemment, n'a pas contribué aux générations suivantes. Alors, encore un exemple d'Aurinia, cette fois-ci en Allemagne, un projet vraiment de grande ampleur, mais là, ils ont fait appel au fonds européen avec un projet LIFE qui a couru de 2010 à 2018. Et là, ils ont donc fait comme les Anglais aussi un élevage à partir de 600 chenilles prélevées dans la nature au Danemark. On n'en avait plus chez eux, dans le nord de l'Allemagne, là. Et donc, ils sont arrivés à plus de 100 000 chenilles produites. Donc, dans une serre comme ceci, c'est pas très difficile en fait, Aurinia à élever, franchement. Il suffit de quelques pots de succise et ça peut, enfin, sur 2 ou 3 ans, il y a moyen de multiplier chaque fois par 10 d'une année à l'autre. Et donc, en 2 ou 3 ans, il y a moyen d'obtenir des très bons résultats. Et suite à ça, donc, ils ont fait des lâchers, 1300 adultes dans 5 sites, de 2014 à 2017, après restauration. Puis, ils ont fait également des semis-plantations, comme vous l'avez fait, de plantes hôtes et plantes nectarifères. Et apparemment, donc, en tout cas dans ces populations, ça marche assez bien. En 2018, il y a eu un comptage de 300 adultes sur un seul site, de nouveau. Je pense que ça flanche, mais c'est presque terminé. Dernier exemple, celui de Cononapha thulia en Angleterre. C'est pas une espèce a priori où on se dit que ça peut être facile de faire de la réintroduction, mais donc ils sont partis apparemment d'un élevage parce que c'est une sous-espèce anglaise, sous-espèce avec des points plus marqués et qui est limitée à cette région. Euh, et voilà, c'est encore assez récent, mais ils ont fait une étude aussi pour voir après où se distribuaient les individus qui étaient relâchés dans les tourbières restaurées. Et comme attendu, on les voit surtout dans les zones à bruyère quaternée, hein, qui est une des plantes nourricières favorites dans les tourbières, plantes nectarifères favorites. Et évidemment, aussi la plante nourricière, donc la linaigrette vaginée, euh, plus la couverture est importante, plus on a de chances d'avoir la présence du papillon. Et enfin, pour terminer, la réintroduction d'Aurinia en Allemagne, mais cette fois-ci proche de nos frontières, un autre projet LIFE, donc dans la Rhénanie-Palatinat, donc c'est vraiment à côté de chez nous. Et là, c'est en collaboration avec nous, justement. Donc, eux ont entrepris un élevage depuis 2022 avec des papillons qui venaient à la fois d'autres régions d'Allemagne, mais aussi de Wallonie. Et alors, les premiers transferts ont lieu en 2024. Vous voyez les tentes de nouveau. On ne voit pas très bien sur la photo, mais ici, les pots sont complètement envahis de chenilles. Ils en avaient trop, ils nous en ont refilé déjà quelques-uns cet été. Et donc, on a introduit les premiers groupes de chenilles dans un site ici restauré dans le cadre d'un autre projet LIFE antérieur qui avait eu lieu chez nous. Et donc, on attend le printemps prochain pour voir les premiers résultats. Pour on ne voit pas le titre, mais donc ici, on va essayer de voir donc les principaux enseignements. Donc, ben,
D'une part, il faut d'abord une bonne compréhension des causes de déclin et d'extinction régionales et locales. Donc, les études écologiques sont quand même très utiles à ce niveau-là. Faire une évaluation appropriée des habitats en quantité, il faut quand même un réseau d'habitats pour espérer avoir quelque chose de viable à long terme, et en qualité, euh, et qui comprend évidemment aussi la gestion, une gestion qui soit adaptée aux papillons, parce que la gestion pour l'habitat n'est pas nécessairement celle qui va convenir aux papillons. Ensuite, il faut idéalement une maîtrise foncière des sites et de la gestion de ceux-ci, et un suivi de cette gestion. Une sélection rigoureuse des sites de prélèvement, à la fois les conditions écologiques, l'écotype qu'on y trouve, caractéristiques génétiques éventuelles des populations. Et évidemment, la taille, pour avoir un impact négligeable, il faut les autorisations. On ne peut plus faire comme dans les années 70. Euh, un point important aussi, c'est le choix du stade de développement. On a vu qu'il y a certains qui l'ont fait à partir d'adultes, d'autres à partir de chenilles. Le problème avec des chenilles, c'est qu'éventuellement, on introduit évidemment le parasite potentiel dès le départ. Bon, dans un second temps, ça peut être intéressant d'avoir le parasite, mais dans un premier temps, ça peut hypothéquer évidemment le démarrage de la croissance des populations. Euh, alors, il faut des nombres d'individus transférés suffisants, et de préférence sur plusieurs années et sites. Bon, on voit que ça peut partir parfois avec très peu d'individus, mais les chances sont beaucoup plus faibles. Et il y a une étude récente qui analyse ces 170 cas de réintroduction d'insectes à travers, je pense, le monde. Et ils ont constaté que c'était le nombre d'individus qui était le facteur numéro un pour expliquer le succès ou non des opérations. Donc là, l'élevage et le croisement, quand c'est possible, sont intéressants. Le croisement aussi pour améliorer évidemment le statut génétique, mais on a vu aussi que ben, pour l'échiquier, ben, c'est pas parce qu'on prend des individus de différentes populations qui vont nécessairement pouvoir se croiser. Euh, Ensuite, prévoir le suivi des populations introduites en lien avec la gestion, et aussi idéalement le suivi génétique. Et alors maintenant, ça devient quand même, il y a de plus en plus de projets de ce genre. Ça devient intéressant de, de, de reprendre tout ça dans une base de données centralisée. Et il y en a une justement qui a été montée par des chercheurs ici à Paris, qui s'appelle Transloc, qui recense donc en tout cas toutes les translocations qui ont eu lieu en Europe, pour autant que les gens les aient. Les nôtres, par exemple, ne sont pas encore dedans. Mais j'ai découvert ce site récemment, donc on le fera en rentrant. Euh, alors, une autre leçon aussi, c'est que ben, le succès n'est pas garanti, hein. La viabilité des populations est à évaluer sur quand même un moyen terme. Je dirais que le minimum, c'est quasi 10 ans. Euh, les coûts sont potentiellement élevés, surtout s'il y a une restauration préalable. Alors là, ben, ça vaut la peine vraiment d'aller chercher à l'Europe avec les projets LIFE, en tout cas qui est valable pour les espèces Natura 2000. Maintenant, ça peut être aussi très peu coûteux, comme on l'a vu avec les expériences de Henri Desimon. C'est juste 2, 3 allers-retours et quelques individus relâchés. Mais bon. Euh, alors évidemment, on peut finalement avoir enfin, pensé que c'est des opérations un peu dérisoires, parce que finalement, le nombre d'espèces qu'on va réintroduire reste quand même assez limité. Les échelles spatiales aussi, c'est toujours dans des petites des petits coins, c'est rarement sur une très grande zone. Et donc, en comparaison avec les déclins observés, voilà. Alors, il y a évidemment différentes positions philosophiques à ce sujet-là. Il y a les interventionnistes, les non-interventionnistes. Moi, j'ai pas trop de soucis avec ce genre d'intervention, mais par exemple, j'ai des collègues qui trouvent ça complètement aberrant. Euh, donc voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, pour les naturalistes,
Ce qui est quand même enthousiasmant, c'est une fois qu'on voit enfin, qu'on lance un projet comme ça avec des résultats derrière, avec une population qui s'étend, c'est quand même toujours assez plaisant. Merci pour votre attention et on attend votre question.